Bonjour Stéphanie Deslauriers Salut, Lynn! et que je suis heureuse de t'avoir en live en avant de moi. Et moi, donc, on se parle à distance, mais on est toutes prêts en même temps. Ah, mais ça. J'aimerais ça, Stéphanie, que que tu nous dises, je vais te donner la même question que la première question. Qui es-tu, toi, Stéphanie Deslauriers? Oh, wow! Ça, c'est une grande question philosophique. Qui je suis, hein? Parce que souvent, on a tendance à se définir avec comment on est. Qui je suis, je te dirais que je suis une personne intense, passionnée, authentique. Je pense que ça définit bien qui je suis, en fait, ces trois caractéristiques-là. Tiens. Je trouve que ça te correspond tellement bien. Tant mieux. Ouais. Est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés, toi? Hey, comment on s'est rencontrés? C'est sûr que c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était sur Twitter? Oui. C'est sur Twitter, hein? Puis est-ce que tu avais déjà publié Est-ce que tout le monde meurt? Ou tu étais en processus? Oui, je pense que j'étais en processus. Ouais, hein? Puis là, mais est-ce qu'on... Ah, ouais. Fait que là, on a commencé à échanger sur Twitter. Puis ensuite, là, on a été une step plus loin. Puis là, on est allé sur Facebook. Et ouais, mais c'est comme ça qu'on s'est connus, je pense. On parlait de sujets similaires qui nous interpellaient, les enfants, l'éducation, la famille, le deuil par prolongement. Puis je pense que c'est ça qui nous a connectés finalement. J'étais famille d'accueil à ce moment-là. OK. Puis, je me rappelle que de temps en temps, je te posais des questions en privé. Ah, c'est ça, c'est comme ça. Oh, wow! Qu'est-ce que... toi, tu es auteur aussi. Tu es psycho-éducatrice? Exactement. Oui. Est-ce que ça te tente de parler de ce qui t'a amené à être psychoéducatrice et ce qui t'a amené à écrire aussi? Oui, en fait, tu vois, par rapport à l'écriture, ça a toujours fait partie de ma vie. La lecture, l'écriture, j'ai appris à lire en maternelle dans ma classe, assise dans le coin lecture, puis je lisais, je regardais en fait toujours le même livre, c'était la même chose à la maison, donc moi je demandais tout le temps Martine à l'école, hein, un grand classique, à mes parents avant le dodo, fait qu'à un moment donné, je pense que je l'ai appris par cœur, puis j'ai appris à décoder les lettres, puis les syllabes et tout ça, puis c'est comme ça que j'ai appris à lire, puis éventuellement à écrire. Donc, j'ai toujours eu mon petit journal intime. J'ai dit encore, hein, j'ai encore toute ma collection. Oui, oui. Encore parfumé avec le petit cadenas. J'avais un grand frère, tu sais, fait que j'avais besoin d'un cadenas. Puis fait que ça a toujours fait partie de ma vie. J'écrivais des poèmes, des choses que j'observais, des fois je me défoulais, des questionnements, des réflexions. Puis j'ai toujours cru en fait que l'écriture, ça serait un passe-temps du dimanche, là, tu sais, ou en fin de journée avant le dodo. Ouais. Parce que dans ma tête, puis tu sais, c'est ce qu'on apprend beaucoup aussi à un travail. Travailler de labor, tu sais, c'est laborieux, puis c'est pas facile, puis c'est pas nécessairement plaisant, puis c'est du lundi au vendredi de 9 à 5, puis c'est comme ça. Puis moi, très jeune, je me disais, je pourrais jamais travailler dans un bureau, tu sais, c'est pas moi. Qu'est-ce que je vais faire? Hey, ma vie d'adulte va être longue. Puis finalement, j'ai toujours continué d'écrire pour moi. Puis ça a été en faisant mes études en psychoéducation. Parce que être auteur, puis être psychoéducateur ou intervenant de toutes sortes, je pense pas que tu le deviens. Je pense que tu l'es. Que tu en toi? Ouais, tu sais, fondamentalement, tu as de l'empathie, tu as de la compassion, tu as une capacité d'écoute, de compréhension de l'autre, tu as un intérêt pour l'autre et aussi envers toi-même, hein, tout ce qui est introspection et tout ça. Donc, les deux processus, autant d'aide en intervention que d'écriture, se recoupent beaucoup. Mais je suis allée me chercher en tant que psychoéducatrice le petit papier qui attestait qu'effectivement, j'avais ces qualités-là, tu sais. OK, oui. En moi. C'est joliment dit, ça. Comment? C'est joliment dit. Ah ben merci. Puis c'est ça. Puis en fait, quand j'étais au secondaire, je savais que j'allais être en relation d'aide. Moi, je pensais plus aller en psychologie. En fait, je ne connaissais pas la psychoéducation. C'est arrivé au cégep que j'ai vu la description du programme de psychoéducation.
Puis je me suis dit, ah ben oui, ça c'est en plein moi, être dans le cœur de l'action, être dans, vivre le moment présent avec les gens auprès de qui tu travailles. Ah oui, c'est ça qu'il me faut. Donc moi, j'ai fait une demande d'inscription à l'Université de Montréal au bac en psychoéducation. J'ai envoyé ça par la poste. Oui. C'est tout. J'ai pas fait d'autres demandes. Ah oui? Ouais. J'ai fait, c'était comme moi, c'est là que je vais aller d'attitude. Fait que j'ai eu ma réponse. Heureusement, c'était positif. Puis c'est par après que je me suis dit, ah merde, j'aurais peut-être dû faire une demande en communication, tu sais. Ah, OK, c'est La toujours là, ouais. Ouais, tu sais, en bonne impulsive que je suis. Fait que la date limite d'inscription, elle était passée. OK. J'ai appelé au département, j'aurais dit, écoutez, il est trop tard si je veux peut-être m'inscrire? Fait qu'ils ont regardé mon dossier. Heureusement, j'avais un bon dossier académique et tout ça. Fait qu'ils m'ont dit, ben écoute, oui, mais il faut que tu nous dises ta réponse là. Oh! Oh, j'ai OK. J'ai dit non, je vais garder mon premier choix, je vais aller en psychoéducation, puis garde, on verra. Puis finalement, j'ai suivi ce chemin-là. Puis quand j'étais à l'école, je faisais souvent la blague à mes amis. Ah, je me sens comme Harry Potter à Poudlard. Je me sens super bien, puis il n'y a pas de Voldemort qui veut m'arracher la tête, mais je me sentais super bien, tu sais, sur le campus, dans mes cours, dans mes stages, dans mes expériences de travail. Ah, mon Dieu, oui, à ma place, sur mon X, comme le dit si bien Marcia Pilote. Fait que ça a été ça. Puis dès que j'ai commencé ma première année en psychoéducation, c'est la seule année du cursus scolaire où on n'a pas de stage. Puis je me suis dit, ben, je peux pas rester assise un an à apprendre par cœur. Faut que je me mette en action. Fait que le mois d'après, je commençais à travailler dans le domaine de l'intervention. Fait que depuis 2006, puis j'ai jamais arrêté depuis. Ouais, wow, hein? Fait que c'était vraiment une mission que tu avais, là. Ah ouais, ah oui, c'est très bien dit. C'est exactement ça, une mission. Ouais. Puis ça t'a amené, toutes ces connaissances-là sur le terrain, puis académique, ça t'a amené à continuer d'écrire et à écrire sur quelque chose que tu voulais vulgariser, que tu voulais partager, et à devenir romancière aussi. Oui, exactement. Puis en fait, mon premier livre qui est sorti à l'automne 2012, c'est Laisse-moi t'expliquer l'autisme, qui est paru chez Midi 30. Puis quand j'ai écrit le manuscrit, j'étais en train de finir mon mémoire sur la relation d'attachement mère-enfant autiste. Alors, j'avais la chance d'aller, je suis allée dans à peu près une centaine de familles pour prendre mes données, mes informations pour mon projet de recherche. Puis c'est là que je me suis rendu compte, mais les frères et sœurs ont tellement plein de points d'interrogation dans les yeux. Il y a tellement de choses qu'ils ont besoin de comprendre. Il y a tellement de choses qu'on a besoin de leur dire, c'est correct des fois que tu sois fâché puis que ton frère... Oui, tu as le droit. Tu sais, c'est ça l'empathie, puis c'est ça se faire valider. Fait que j'ai commencé à écrire un manuscrit que j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Puis finalement, c'est Midi 30 qui m'a contactée. Je me rappelle, c'était en janvier 2012. Je m'en allais la journée même en voyage, mon premier voyage en Europe, en fait. Puis j'ai reçu l'appel, on aimerait vraiment ça travailler avec toi, que ça fasse partie de la collection Laisse-moi t'expliquer, tout ça. Donc, ça a donné le coup d'envoi. C'est merveilleux, ça part bien un voyage. Ah, mon doux, mais c'était comme une grosse journée, gros décollage. Là, oui, c'est ça. Cette journée-là. Puis depuis, ben c'est ça, par la suite, j'ai continué ma collaboration avec Midi 30. J'adore comment ils travaillent, j'adore les éditrices, l'équipe, la mission, les produits. Donc, sinon, je le ferais pas. Il faut que je croie en quelque chose pour continuer de le faire. Fait que là, ça fait 3 livres qu'on écrit ensemble. Il y en a un autre qui s'en vient. Mais là, je peux pas. Tu veux les nommer, les livres? Ben oui, fait que Laisse-moi t'expliquer l'autisme, qui est sorti en septembre 2012. Il y a Attention, estime de soi en construction, qui est sorti en septembre 2013. Et Socialement génial, qui est sorti en août 2014. Et puis, parallèlement à ça, l'an passé, en fait, à l'automne 2014, j'ai collaboré avec le réseau des femmes de Chaudière-Appalaches. Ah oui, c'est dans mon coin. Ben oui, exactement. Je suis allée dans ton coin, en fait, même rencontrer des élèves parce que je me suis... Oui, c'est vrai, je me rappelle. Oui, par eux autres, via Midi 30, justement, puis je cherchais une auteure pour écrire sur l'égalité homme-femme et plus précisément sur l'hypersexualisation des jeunes, pour faire de la sensibilisation pour les élèves de 2e cycle du primaire.
Alors, ce que j'ai fait qu'il y a une drôle de fête pour aller, c'est Thomas qui est sorti l'automne 2014, puis avec Nadia Bergala, qui est une illustratrice incroyable, on a fait une petite tournée des classes en février dernier, puis là, on réitère ça là, pour février prochain. Ah oui? On va rencontrer les élèves, parler du livre, de notre elle, de son processus de création, le mien aussi, donc ça, c'est vraiment chouette de rencontrer les jeunes. C'est merveilleux. Puis, tu as aussi eu l'expérience, on a vécu une expérience similaire à Québec avec l'événement TEDx Québec. Oui, oui, exactement. Comment tu as vu ça? Ben ça a été vraiment une très, très belle expérience. Puis en fait, c'est toi qui m'as poussée pour que je le fasse. Oui, parce que je croyais beaucoup, beaucoup en toi. Oui, exactement. Puis fait que c'est toi qui m'avais poussée. En fait, j'avais fait pas les auditions, mais j'avais envoyé un projet en 2013, puis ça n'avait pas été retenu. Ouais. Et en 2014, ben j'ai réitéré, puis là, ça a fonctionné. Fait que je suis passée en audition, j'ai été sélectionnée parmi les conférenciers. Ça a été génial. Moi, ça a été Lynne Marie, en fait, Germain qui m'a coachée. Puis ça a été comme une petite maman, là. Vraiment, elle a beaucoup, beaucoup d'expérience. Ouais. C'était très sécurisant, encadrant. Ça m'a permis d'apprendre énormément, puis de traduire ces apprentissages-là, puis de les optimiser et de les généraliser aussi dans toutes les autres conférences, animations, formations que je donne. Oui, hein? Donc, c'est des apprentissages qui restent à vie. Ah, totalement. Ah oui, ah oui. Puis, ta conférence, c'était sur les mots en plus. Oui, les mots, la résilience, parce qu'en fait, bon, j'ai l'aspect outils pédagogiques. Puis depuis, ben en fait, à l'automne dernier, j'ai publié mon premier roman qui était L'éphémère. C'est toujours ça le titre, là. Il n'a pas changé. Même s'il est éphémère. Mais j'ai des mots. Oui. Qui est sorti en septembre 2014, donc chez Stanké. Puis le mois dernier, en fait, en septembre 2015, il y a La trahison des corps qui est sorti. Et bien reçu aussi, hein? Oui, vraiment. J'ai un accueil très, très, très chaleureux malgré le sujet difficile qui est un cancer généralisé et fatal. Donc, on sait d'emblée que le personnage principal va mourir. On connaît le punch. C'est ça, il n'y en a pas de punch. Tout le monde meurt à la fin. C'est ça. On rit, mais c'est pas drôle. Mais c'est ça, mais je ne l'ai pas lu là, encore. Mais je te félicite. De vrai, c'est bien bon. Oui. Si c'est l'auteur qui me le dit en plus. Mais j'ai lu beaucoup de critiques, puis ce qu'ils disent. Puis tu t'es imprégné d'une personne aussi, de ton milieu, puis c'est ça que j'ai trouvé beau. Moi, j'ai lu le avant, le pendant, mais j'ai pas lu le après, une fois sorti. Mais je trouve ça merveilleux, cette histoire-là, pour ça. Puis qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, les gens qui partagent la vie de quelqu'un qui est atteint d'un cancer aussi. Oui, tout à fait. Puis j'ai eu des super beaux commentaires à cet effet-là. Tu sais, des gens qui ont été touchés de près par cette maladie-là, qui ont perdu des proches, puis qui m'ont dit ça m'a permis de faire la paix, ça m'a permis de comprendre certaines choses, ça m'a compris de voir tout l'aspect lumineux aussi. Puis en fait, ce qui ressort beaucoup dans les critiques, dans les commentaires, c'est que, oui, c'est un livre qui parle de la mort. D'emblée, ben, tu le sais, c'est un sujet qui est très tabou. On a de la misère à en parler. On évite même d'en parler. Puis, on veut pas l'entendre. Non, on veut pas entendre qu'on n'est pas éternel, puis on veut pas entendre qu'il y a une fin, puis on veut pas entendre qu'il y a un deuil ultime, puis puis qu'il y a de la maladie bien souvent, puis il y a des souffrances, puis il y a tout ça. On n'aime pas ça, aborder ces aspects plus sombres-là. Mais en contrepartie, les commentaires que je reçois, c'est que c'est un livre qui est très lumineux, alors qu'il parle de la mort. Donc, oui, c'est merveilleux. Là, j'ai le merveilleux dans la bouche, fait qu'on va y aller dans le merveilleux. C'est merveilleux parce que Félix Leclerc le disait, qu'il y a plein de vie dans la mort aussi.
Totalement, totalement. Puis comme tu le disais, tu sais, c'est inspiré d'une collègue de travail, Chantal Robert, qui était prof d'art plastique à l'école primaire où j'ai travaillé en 2011-2012. Puis cette femme-là, je l'ai très peu connue. En fait, je suis rentrée à l'année scolaire 2011, donc en septembre. Puis au mois de novembre, elle était à l'hôpital, elle travaillait plus là. Donc on se croisait dans les couloirs. Je la voyais souvent en train d'accrocher les œuvres de ses élèves, le regard lumineux. Puis moi, quand je voyais cette femme-là, je me dis, elle est donc belle, cette fille-là, tu sais, dans ce qu'elle dégage, dans son énergie, elle est lumineuse. Puis l'adjectif qui me venait en tête quand je la regardais, c'est elle est vivante. Wow. Et quand j'ai su qu'elle était atteinte d'un cancer, qu'elle s'en sortirait pas, ça m'a troublée. Elle me dit, la vitalité peut s'éteindre. Ouais, c'est Ça m'a beaucoup. On allait dire c'est souvent ce qui arrive, mais c'est souvent des personnes qui sont comme ça, qui irradient. Puis dans ce que tu dis, ça me fait penser qu'on ne sait pas la trace qu'on laisse. Hein? Elle ne savait pas. Elle t'a écrit un beau mot aussi. Hein? Puis moi quand j'ai lu ça, j'ai un gros chair de poule. Mais quand j'ai lu ça, dans ma tête, ça a fait mon doux qu'on ne sait tellement pas la trace qu'on laisse aux gens autour, même sans se parler, juste quelqu'un avoir une autre personne, aller, puis Ben, tu sais, ça me fait penser, Lynn, c'est quoi, c'est l'année passée ou l'autre année d'avant quand Robin Williams est mort, il s'est suicidé. Puis les gens, je suis en deuil, tu sais, je trouve ça difficile et tout ça. Puis à l'autre extrême, tu avais les gens, mais là, tu ne connaissais même pas, reviens-en. Mais c'est pas une question de connaître, c'est une question de c'est quoi la place. Puis comment tu m'as fait me sentir, tu sais, puis je pense que cet homme-là, justement, c'était tellement un synonyme de joie de vivre, puis de bonheur, d'humour, donc de dire, mais en arrière ça, là, en arrière cette façade-là, il y avait tellement d'ombre. Ouais, c'est tellement noir que... Il fallait qu'il ait mal beaucoup. Puis c'est même ce que les gens proches de lui, j'ai écouté beaucoup d'entrevues. C'est Billy Crystal qui était très, très près de lui. J'ai écouté des entrevues de lui, puis c'est ce qu'il disait que ce côté sombre-là, rarement il le laissait sortir. Et on parle d'un homme aussi. Oui, en plus. Quand c'est souvent la douleur, en tout cas, je vais rentrer un petit peu là-dedans, mais tu le sais comme moi, hein, quand c'est un homme qui a de la douleur, il va le vivre plus par en dedans. Oui, puis en fait, c'est que tellement au niveau social, au niveau de la désirabilité sociale, de nos attentes, des rôles sexuels, des genres, ce dont on s'attend d'une femme versus d'un homme en fonction de, tu sais, bon, puis déjà les hommes ont encore moins cette place-là de ne pas aller, puis d'aller chercher de l'aide, en fait. Puis les femmes, on vit sensiblement la même chose, tu sais, surtout quand on représente... bon, tu sais, dans mon cas, je suis psychoéducatrice, j'écris des livres, j'écris mon blog, je passe à telle émission de télé, fait que, tu sais, elle a tout le temps l'air de bonne humeur, elle va tout le temps bien, fait que ça aussi, c'est, ben non, moi aussi, je suis un être humain. Une image sociale, Une image sociale, puis une image intime, privée qu'on réserve à nos proches. Oui, c'est ça. Mais on est tous humains, puis on est tous vulnérables. Là. Oui, puis je pense que dans ça, là, je vais passer le message que si jamais vous vivez quelque chose de difficile ou de lourd ou allez chercher de l'aide, osez aller chercher de l'aide. Totalement. Puis c'est vrai qu'on n'ose souvent pas. On a peur. Puis je pense qu'on l'associe beaucoup à la faiblesse. Sans tomber dans les clichés, là, mais c'est souvent ce qu'on fait, de présumer que si on va chercher de l'aide, c'est parce qu'on est faible, puis alors qu'on sait très bien que c'est totalement le contraire. Il faut être très fort pour s'avouer vulnérable, puis avouer qu'on a besoin d'aide, puis en plus, faire les démarches pour aller chercher cette aide-là. Ça prend beaucoup de force et beaucoup de courage de le faire, puis mais c'est essentiel parce que des fois, on a, tu sais, souvent quand on pense aux gens qui arrivent à commettre le suicide, c'est qu'ils étaient tellement désespérés, en fait, ils n'avaient plus espoir en l'avenir, puis ils ne voyaient pas le bout. Fait que des fois, quand on est dans cette
période-là, parce que c'est une période, de dire que non, il y a une fin, puis il y a quelqu'un qui peut me laisser miroiter, puis m'aider à reprendre des forces, en fait, puis à enligner ma vie pour que je sois plus épanouie, ben c'est important d'aller chercher ces outils-là. Là. Tout à fait. Fait que, là, j'aimerais que tu dises, Stéphanie, si on veut te rejoindre, où est-ce qu'on peut te lire? Où est-ce qu'on peut t'écrire? Si les gens, par exemple, voudraient t'avoir, parce que je sais que tu fais des conférences, des ateliers, où est-ce qu'on peut te voir? Ben, en fait, ça, toutes tes réponses. Oui. En fait, ben, j'ai mon site internet, ensemblementement.com. Donc, il y a toutes les sections. Il y a les sections vidéo, la section blog, la section psychoéducation, les formations animation que j'offre. Donc, toutes mes coordonnées sont là, par courriel aussi. Donc, tout est là. Sinon, je serai présente sur les réseaux sociaux aussi. Ma page Facebook, en fait, qui était Ensemble maintenant jusqu'à hier, qui est devenue Stéphanie Deslauriers. Ben oui! Ben oui! Donc, on peut me retrouver là. Donc, à tous les jours, je publie quelque chose, j'interagis, je réponds. Les gens qui m'écrivent par courriel, je leur réponds dans la journée. Donc, je suis assez vite sur le piton. Est-ce que tu es encore sur Twitter pas mal ou un peu moins? Ben oui, c'est vrai, je suis sur Twitter aussi. C'est Ensemble MNT, ouais, LinkedIn, sur Instagram. Oui, t'es là! Plein de photos de chats. Ouais, mes chats sont à l'honneur sur mon compte Instagram. Sunflower, petite barre en bas 282. En fait, c'est mon adresse courriel du secondaire. C'est drôle. Qui me suit. Puis Sunflower, c'est parce que j'étais dans un camp d'été, puis mon groupe, c'était les tournesols, puis tu sais, j'étais super bilingual, fait que Sunflower. Et 282, c'était mon numéro d'autobus. Ah oui! C'est mon numéro d'autobus au secondaire. Mais bon, j'ai réalisé par après qu'il y avait l'autobus aussi 281. Fait que je suis contente de ne pas avoir cet autobus-là. Ça m'aurait fait une belle adresse courriel. J'aurais eu des courriels de, en tout cas, enlarge your whatever. Oh mon Dieu! Puis, j'aimerais ça que, si tu avais une dernière chose à dire, par exemple, à laisser aux gens comme message de Stéphanie Deslauriers, est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi? Est-ce que tu veux que, je sais pas, t'inspires-tu? Oui, vraiment. En fait, deux choses. La première chose, c'est que, puis ça, je le dis depuis 2010 sur mon blog, puis c'est même la petite phrase qui suit le titre d'Ensemble maintenant, c'est que les préjugés découlent de la méconnaissance. Donc, connaissons. Alors ça, c'est un premier message. Oui. Et le deuxième, et moi, j'y travaille fort dans ma vie professionnelle depuis un bout, et je travaille encore plus fort au plan personnel, mais acceptez votre vulnérabilité parce qu'elle fait partie de vous et de votre authenticité, puis c'est ça qui fait que vous êtes un bel être humain. Oh, que c'est beau! Hein? On se peut plus. Moi, là, je suis très, très, très heureuse de voir que l'échange se fait pareil comme quand on s'écrit. Ah oui! Comme je dis, c'est de l'authenticité à l'état pur, là. C'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Je te remercie beaucoup, Stéphanie. C'est moi qui te remercie, Lynn. Et on va continuer à jaser, nous autres. C'est sûr.